Je suis psychologue à l'association Esperanto, qui est un centre qui accueille des mineurs victimes ou présumées victimes de traite des êtres humains. La place de l'interprète est primordiale parce que c'est vraiment la personne de transition entre le thérapeute et l'enfant. Et donc l'interprète va recevoir toutes les émotions et toutes les demandes de l'enfant qu'il va devoir traduire de la manière la plus convenable possible au thérapeute. Et en même temps, le thérapeute, lui, doit faire passer des messages et il doit s'assurer aussi que l'interprète comprenne bien le sens pour que l'interprète, lui, puisse également traduire ces messages et que l'enfant comprenne. Effectivement, la collaboration entre l'interprète et le thérapeute, elle est essentielle. Tout au début de l'entretien, avant que l'entretien commence, le thérapeute explique vraiment à l'interprète le contenu de l'entretien et les objectifs pour qu'il s'attende déjà à ce qu'on va mettre au sein de l'entretien. Donc ça peut être travailler sur un deuil, conscientiser au niveau des comportements inadéquats des enfants, aussi bien dans l'institution qu'à l'extérieur de l'institution. On va pouvoir travailler aussi toutes les angoisses liées justement au vécu d'exploitation. Et voilà, on peut aussi travailler le projet d'avenir. Il prévient également l'interprète du vécu émotionnel de l'enfant au quotidien. Ça veut dire qu'il va lui expliquer, voilà, aujourd'hui, le jeune, il est triste, il pleure, il n'a pas envie de parler, il est fâché. Il a vécu des difficultés au sein de l'institution qui pourraient perturber finalement l'entretien. Tout ça, c'est important que l'interprète soit mis au courant. Stratégiquement, l'interprète, au niveau des places, va se situer entre le thérapeute et l'enfant, puisque c'est lui qui va véhiculer tous les messages de l'un à l'autre. C'est important qu'il soit situé au milieu. Ça permet aussi de rassurer l'enfant. Et c'est important aussi que l'interprète et le thérapeute expliquent en tout cas leur rôle et expliquent le secret professionnel auquel ils sont tenus, puisque ce sont des enfants victimes qui ont été malmenés par les adultes et donc effectivement qui n'ont plus confiance aux adultes. Et ça va permettre de remettre un peu de confiance au sein des trois parties. Pendant l'entretien, c'est important qu'il y ait une confiance mutuelle, que moi j'appelle une confiance en triangulation entre l'enfant, l'interprète et le thérapeute. D'abord, la confiance entre l'interprète et le thérapeute. L'interprète doit se sentir soutenu par le thérapeute dans les messages qu'il doit envoyer à l'enfant. Et le thérapeute, pour ce faire, va reformuler, en tout cas bien expliquer le message, demander si l'interprète a bien compris pour que ce soit traduit correctement. Et en même temps, le thérapeute va après s'assurer que l'enfant a bien compris ce qui s'est dit. Ensuite, il y a la confiance entre l'interprète et le bénéficiaire. Alors, l'interprète, déjà, il parle sa langue, donc il gagne déjà un petit peu en confiance. Il va pouvoir se présenter à l'enfant. Et il va être le plus neutre possible dans la traduction. Ce que je sais qu'il n'est pas facile pour un interprète, puisqu'il y a des mots dans une langue qui ne se traduisent pas dans une autre. Donc il faut vraiment qu'il fasse attention à la neutralité. Et là, l'enfant va voir qu'effectivement, l'interprète est objectif et il va pouvoir être à l'écoute. Et il va sans doute oser demander s'il n'a pas compris ou de répéter la question, etc. Il reste alors la confiance entre le thérapeute et l'enfant. Le thérapeute, évidemment, ça c'est son boulot, il va rester neutre et objectif dans les messages qu'il veut faire passer à l'enfant, mais il faut qu'il gagne aussi la confiance de l'enfant. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour gagner la confiance de l'enfant ? On peut partir d'expériences positives que l'enfant a vécues au sein de l'institution ou même avant d'arriver à l'institution. Et ce qui fonctionne bien aussi pour certains enfants, c'est l'humour. C'est comme ça que la confiance va s'installer et donc l'enfant va effectivement aussi collaborer, être à l'écoute et pouvoir exprimer ses angoisses, ses émotions, s'il n'a pas compris, etc. Il est vraiment important lors de l'entretien, pour que la communication reste stable au niveau des trois parties, qu'il y ait une reformulation et une validation
par des questionnements. Donc c'est important que le thérapeute, via l'interprète, demande à l'enfant justement, est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Et si tu as compris, est-ce que tu peux me réexpliquer ce que je viens de dire? Comme ça, on est sûr que le message est bien passé entre les trois parties. Il arrive parfois que cette relation de triangulation, elle soit déstabilisée, puisque nous sommes avec des enfants qui ont vécu un trauma et qui ont parfois des attitudes un peu plus particulières lors des entretiens. Et je pense que c'est important que l'interprète s'y attende à ces diverses attitudes, parce que les attitudes de l'enfant peuvent parfois interpeller l'interprète en tout cas. Le jeune peut parfois se plaindre au niveau de sa santé, et surtout au début de son accueil au sein de l'institution. Et donc, il se plaint de céphalées, de maux d'estomac, de courbatures, etc. Et il peut aussi présenter des plaintes somatiques qui sont plus alors des tremblements, une accélération du rythme cardiaque, etc. Alors, il y a aussi des attitudes non verbales. On peut voir des attitudes non verbales qui traduisent la honte, la culpabilité, le manque de confiance en soi. Donc, on a parfois des jeunes qui sont repliés sur eux-mêmes, qui ne s'asseyent pas dans le fond du fauteuil, qui n'osent pas parler, qui pleurent, qui sont parfois même dans un mutisme. On a aussi des attitudes qui traduisent vraiment l'angoisse et la détresse, en tout cas le trauma lié au vécu d'exploitation, des attaques de panique, des tremblements, voire aussi des reviviscences du trauma qui se traduisent par de l'hyperventilation et des tremblements, etc. Et même, ça peut arriver jusqu'à une transe. On peut aussi voir des enfants qui sont en perte de mémoire par rapport à leur vécu traumatisant et qui ont aussi des problèmes de concentration. Donc ce sont des enfants qui bougent tout le temps, qui chipotent avec le matériel, qui changent de place, etc. On peut aussi avoir des enfants qui dans leur discours sont dans le surdétail au niveau des événements, comme on peut avoir des enfants qui justement sont en perte de repères et sont vraiment déstructurés dans le discours. Et ça, c'est vraiment compliqué pour l'interprète, puisque et l'interprète et le thérapeute, finalement, doivent reprendre tous les événements et les mettre en forme eux-mêmes pour qu'il y ait une cohérence dans le discours. Et donc, à chaque fois, redemander à l'enfant, est-ce que c'est ça que tu veux dire ou est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? On a aussi des enfants, puisque ce sont des mineurs étrangers, qui font appel aux rituels traditionnels, à la sorcellerie. C'est important d'en prendre compte parce que ce sont leurs représentations et ça a du sens pour eux. Et donc, il n'est pas rare qu'effectivement, dans les entretiens, le thérapeute parle de ces traditions, de cette sorcellerie, etc. et de voir un petit peu quelle est la protection qu'on peut mettre avec l'enfant pour que ça se passe bien pour lui. Ensuite, on peut avoir aussi des enfants qui sont agressifs, mais ça c'est quand même plus rare, qui sont agressifs verbalement, donc ils menacent, ils sont grossiers, etc. Et alors vraiment très rarement de l'agressivité physique où ils claquent les portes, ils cassent le matériel, mais ça c'est vraiment extrêmement rare. Afin de rassurer l'interprète pendant l'entretien, il faut vraiment nommer ce qui se joue pendant l'entretien. C'est vraiment important de nommer les émotions, et c'est important de remettre du cadre dans l'entretien parce que c'est ça qui va permettre de restabiliser en tout cas l'équilibre de la relation de triangulation. Alors après l'entretien, le thérapeute se doit en tout cas de débriefer ce qui s'est passé avec l'interprète, puisque moi, je pense qu'effectivement, le thérapeute a aussi un rôle à jouer par rapport à ça et doit s'assurer en tout cas que l'interprète n'a plus d'émotions négatives et se sente bien par rapport à tout l'entretien qui s'est passé auparavant. Si ce n'est pas le cas, le thérapeute discute à nouveau avec l'interprète, donne davantage d'explications sur ce qui s'est joué ou sur la situation du jeune, etc. et peut éventuellement donner des conseils. Il est clair que le thérapeute n'a pas pour mission de faire un suivi individuel avec l'interprète, mais je pense qu'il se doit, avant le départ de l'interprète, de s'assurer que l'interprète se sent bien et soit en accord avec lui-même.